Bonjour à tous, bienvenue dans ce cours d'HTML5. Alors dans ce cours, on va voir les différentes balises d'HTML les plus utilisées. Alors si vous êtes débutant et que vous ne savez pas par où commencer, je vous invite à ouvrir votre navigateur et taper Visual Studio Code. Vous cliquez sur le lien, vous allez sur Download. Là, en fonction de votre système d'exploitation, soit vous choisissez la version Windows ou Mac. Une fois que c'est installé, vous ouvrez votre éditeur de code, Visual Studio Code. Alors vous allez avoir cette fenêtre. Si vous voulez changer la langue, vous pouvez aller ici sur Gestion, palette de commandes, et vous tapez Configure Display Language. Et vous sélectionnez Français. Une fois que c'est fait, il va falloir aussi créer un dossier. Alors pour ma part, je vais le créer au niveau document, nouveau dossier, et je vais l'appeler cours HTML. Voilà. Alors soit vous pouvez faire un clic droit et choisir ouvrir avec Visual Studio Code, ou sinon vous retournez sur Visual Studio Code et vous allez ici sur ouvrir. Voilà, j'ouvre mon dossier. Là, on va fermer ces fenêtres. Ensuite, on va créer un fichier index.html. Voilà. Et pour avoir la structure d'HTML, alors soit vous tapez un point d'exclamation, vous appuyez sur Entrée, ou sinon vous pouvez aussi taper HTML et vous choisissez HTML 2.5. Là, on a bien la structure d'HTML5. Alors, au niveau des balises, on a balise doctype HTML. Celle-ci, elle indique que le document est en HTML5. La deuxième balise, ça concerne la langue. Si notre site en français, d'ailleurs, on peut mettre FR. Ensuite, on a la balise head. Pour la balise head, c'est la balise d'en-tête qui contient la balise meta charset UTF-8. Pour celle-ci, elle concerne l'encodage. C'est pour les caractères spéciaux. Si par exemple vous n'avez pas l'encodage UTF-8, ça se peut si vous tapez un caractère spécial, ou par exemple un E accent, vous pouvez avoir un caractère bizarre. Ensuite, on a la balise meta name, leopard, content, etc. Celle-là, elle concerne, c'est pour que notre page elle puisse s'adapter à plusieurs sortes d'écrans. Ensuite, on a la balise title. Pour la balise title, c'est le titre qui s'affiche au niveau de l'onglet du navigateur. Je vais d'ailleurs vous montrer. Alors vous allez juste ici sur extension, vous cliquez et vous tapez live server. Alors live server, ça nous permet de visualiser notre page HTML au niveau du navigateur. Comme ça, au fur et à mesure qu'on code, on peut voilà, avoir un visuel du rendu de notre page. Alors vous cliquez sur installer. Une fois que c'est installé, vous retournez sur index.html et là on a un bouton Go Live. Vous cliquez sur le bouton, comme ça va nous ouvrir notre fichier HTML directement au niveau du navigateur. Ou sinon, s'il n'apparaît pas, vous pouvez faire un clic droit et sélectionner Open with Live Server. Voilà, on a bien notre fichier index.html. Pour l'instant, c'est une page vierge. C'est normal, vu qu'on n'a rien saisi.
l'HTML, il nous permet de bien structurer notre page web. C'est par exemple, on peut l'associer à une maison. On va dire que le HTML, c'est tout ce qui est fondation, tout ce qui est mur. Je vais juste séparer mon écran en deux pour pouvoir avoir un visuel de notre page index.html. Voilà, comme ceci. Là, je vais juste réduire. Alors, on va commencer par les titres. Alors, pour les commentaires, si vous voulez saisir un commentaire, il faut savoir qu'il il va pas apparaître au niveau de la page, hein. Pour le commentaire, on le voit juste au niveau de notre fichier index.html. Alors pour les commentaires, on a un chevron ouvrant, un point d'exclamation et deux tirets. Voilà, les titres. Alors pour les titres, on a différents titres. On a la balise H1. On peut par exemple écrire et mettre cours HTML comme titre. Là, on voit bien notre titre qui s'affiche au niveau du navigateur. Alors si pour vous il ne s'affiche pas, il va falloir enregistrer votre fichier au fur et à mesure. Vous allez juste ici sur fichier, vous tapez sur enregistrer ou tout simplement vous tapez CTRL S. Ensuite on a la balise H2. Alors pour la balise H2, c'est pour les titres de niveau 2. Par exemple, si ici par exemple on a mis cours HTML comme le titre principal, et si on a par exemple d'autres contenus et qu'on veut utiliser un sous-titre, il va falloir utiliser une balise H2 ou H3. Par exemple, on va mettre on va se contenter par écrire titre de niveau 2. Là après c'est juste la taille qui change, hein, pour les titres. Alors je vous invite à pratiquer en même temps que moi. C'est en pratiquant qu'on apprend les choses et qu'on arrive à progresser le plus vite possible. Et la dernière balise, c'est la balise H6. Voilà. Après, généralement, pour les titres, on ne va pas jusqu'à utiliser la balise H6, hein. Généralement, voilà, on utilise la balise H1, H2, H3, maximum c'est H4, hein. Parce que c'est vraiment très petit, hein. Alors, on va passer au paragraphe. Alors, pour les paragraphes, on utilise la balise P. Comme ceci. On va saisir du texte. On va juste utiliser l'orem. Comme ça va nous permettre de générer du texte. Vous pouvez mettre par exemple, comme vous voulez, hein, 50 pour 50 mots par exemple, ou 60 pour 60 mots. Comme ça, hop. Voilà, comme ça, on a du texte. Bon, ça n'a pas vraiment de signification, mais voilà, c'est pour
c'est juste pour l'exemple. On a ensuite la balise strong. Alors pour la balise strong, vous pouvez la mettre où vous voulez. C'est pour mettre un mot ou une phrase en valeur. Par exemple, on va par exemple mettre ce mot-là en valeur. Là, on voit bien le mot qui s'affiche en gras. Pas que, après c'est aussi très important pour l'accessibilité, hein, pour la SEO. Comme ça, la machine, elle comprend aussi que le mot est important. Il y a aussi une autre balise qui s'appelle EM. Là aussi c'est pareil, hein, c'est pour dire que le mot est important, pour le mettre en valeur. Sauf que cette fois-ci, le mot il est en italique, avec la balise EM. Juste le coller. Alors, on n'arrive pas à bien voir, je vais peut-être mettre en majuscule pour qu'on arrive à le repérer. Bah voilà, on voit bien qu'il est un petit peu en gras et en italique. Ensuite, pour les listes, on va voir les listes. Alors pour les listes, on a les balises UL et on a aussi les balises OL. Et chacun de ces balises UL ou OL, elle contient des balises LI. Enfin, c'est qu'on va entourer tous nos éléments avec des balises LI. Faire un exemple. Par exemple, on va écrire élément. Donc, je vais juste dupliquer le code. Alors là, on voit bien pour les balises UL. Donc on a une liste non ordonnée, c'est juste avec des puces. Et là, pour la balise OL, on a nos éléments qui sont ordonnés, enfin genre numérotés. Mettre donc voilà pour les listes. Quoique après, ça ne s'utilise pas que pour créer des listes, hein. Par exemple, après, on peut utiliser une balise UL ou OL pour créer une barre de navigation, hein, une navbar. Après, on va voir, après, il y en a d'autres balises qui concernent la structuration de notre vie. Pour cela, on va les voir dans le cours de CSS. Pour l'instant, c'est juste une initiation, on va dire. Ensuite, on a la balise A aussi. Alors la balise A, c'est pour les liens hypertextes, etc. Alors on a la balise A qui contient un attribut href. Alors pour l'attribut href, généralement, voilà, on va saisir l'URL de la page qu'on veut consulter. On peut aussi l'utiliser pour par exemple ouvrir une boîte mail avec une certaine
une certaine adresse mail. Que je vais vous montrer de toute façon. Par exemple, copier l'URL de Facebook. On va le coller ici. Là, pour l'instant, on n'a rien qui s'affiche, mais c'est normal, on n'a rien saisi, on n'a pas saisi de texte entre la balise ouvrante et la balise fermante. Par exemple, on peut mettre ouvrir Facebook sur la même page. Hop. Voilà, on a bien notre lien qui s'affiche. Alors si on appuie, voilà, on a la page de Facebook qui s'ouvre sur la même page que index.html. On va faire un retour. Et si par exemple on souhaite que, une fois que l'utilisateur a cliqué sur le lien, que ça lui ouvre la page Facebook par exemple dans un nouvel onglet, il va falloir rajouter un attribut qu'on appelle target. Je vais vous montrer un exemple. Là, de toute façon, c'est le même. On va remettre la même URL. Mince, je croyais que je l'avais copié. Voilà. Sauf que cette fois-ci, on va rajouter l'attribut target-blank. Voilà, on choisit "blank". Cette fois-ci, voilà, on a bien notre lien qui s'affiche. Si on clique dessus, vous voyez bien, ça nous a ouvert Facebook dans un nouvel onglet. Pour le coup, on va fermer. Et là, si vous avez bien remarqué, on a les deux liens qui s'affichent côte à côte. Alors ça, parce que les balises A, en fait, elles sont pas en bloc. Quand on dit qu'une balise elle est en bloc, ça veut dire qu'elle prend toute la largeur. Comme par exemple, attendez, je vais vous montrer. Ouais, bah de toute façon, on va pratiquer. Alors, pour faire un saut à la ligne, on utilise des balises BR. La balise BR, elle permet juste un saut à la ligne. Voilà, si on veut laisser encore de l'espace, on peut par exemple rajouter une autre balise BR. Voilà, on a des sauts à la ligne. Ensuite, on a... ouais, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, pour les balises inline. Alors, si vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur Inspecter, hop. Alors, on va aller jusqu'à la balise A. Là, par exemple, là, vous voyez ce qui s'affiche en bleu. Ça veut dire qu'elle ne prend pas toute la largeur. La deuxième balise, c'est pareil. Par contre, la balise UL, par exemple, ou OL, vous voyez bien, elle prend toute la largeur. On a aussi les titres, ils prennent aussi toute la largeur. D'ailleurs, on n'a pas eu besoin d'utiliser
des balises BR pour faire un saut à la ligne. Parce qu'elles sont en bloc. Elles prennent toute la largeur. Alors que la balise A, c'est une balise inline. Elle n'est pas en bloc. Bon, ben, c'était juste pour vous montrer. Alors, on a aussi, on va d'ailleurs rajouter encore deux balises BR pour faire un saut à la ligne. Sinon, ils vont se mettre côte à côte. On a aussi pour envoyer un mail. Alors, pour envoyer un mail, on utilise mail to, deux points. Ensuite, on va saisir l'adresse mail, par exemple, exemple, arrobase, exemple.com. Là, on a toujours rien qui apparaît. C'est normal parce qu'on n'a rien saisi entre la balise ouvrante et la balise fermante. Là, on va mettre envoyer un mail. Là, on a bien notre lien qui s'affiche. Alors, si on clique, voilà, vous voyez bien, ça m'a ouvert ma boîte mail avec l'adresse qu'on a saisie, exemple.com. Après, plus tard, on va voir comment envoyer des emails, par exemple, pré-remplis, etc. Alors, pour les balises A, alors qu'est-ce qu'il y a à rajouter? Alors, pour la balise A, on utilise aussi pour les encres. Alors, pour les formulaires, on utilise la balise forme. Hop, je vais juste rajouter un commentaire. Alors, pour les formulaires, on a l'attribut action. On a aussi un autre attribut méthode. Alors pour les attributs action et méthode, pour l'instant, on ne va pas les utiliser. Mais il faut savoir que voilà, les deux attributs, ils jouent un rôle très important au niveau des back-end. Alors pour l'attribut action, c'est pour dire comment et où vont par exemple les informations que le client a soumis. Où est-ce que genre on va les récupérer. Et là c'est la méthode. Alors pour la méthode, on a soit la méthode get, on a soit la méthode post. Pour la méthode get, quand l'utilisateur a soumis son formulaire, on arrive à avoir les informations qu'il a saisies au niveau du lien ici, enfin au niveau de la barre ici. Alors que post, c'est plus sécurisé. On les utilise généralement pour les informations qui sont très sensibles. Et aussi au niveau des données, de la capacité d'envoyer des données, pour la méthode post, c'est en illimité, alors que la méthode get est un petit peu limitée. On verra tout ça une fois qu'on est passé au back-end. Alors, pour le formulaire, on a la balise input. On va par exemple utiliser la première balise de type texte, par exemple pour le nom, ou le nom, prénom, etc. On va juste lui rajouter un ID qu'on va appeler par exemple name.
et aussi name qu'on va aussi appeler, quoi on va l'utiliser en français, on va saisir nom, et là si on va saisir nom. Alors vous voyez bien, on a une petite case. Alors pour les balises input, c'est pareil. Ce ne sont pas des balises en bloc, c'est des balises inline. Elles ne prennent pas toute la largeur de l'écran. Elles s'arrêtent tout simplement ici. Là vous voyez, on peut saisir du texte. Alors pour rajouter par exemple un label, pour indiquer à l'utilisateur ce qu'il doit taper, on utilise des labels. Juste ici, on va créer une balise label et on va écrire nom, le nom par exemple. On va juste la remonter. Voilà, c'est mieux, c'est conseillé de mettre le label au-dessus, hein, au-dessus de la balise input. Sinon, comme vous l'avez vu tout à l'heure, ça m'a mis non sur le côté droit. Alors pour connecter notre label, ici, là, non, que vous voyez, si je clique sur non, il n'y a rien qui se passe. Je ne peux pas saisir. Nous, ce qu'on veut, on veut, par exemple, si l'utilisateur, il tape, s'il clique sur non, il va directement apparaître ici. Genre, il pourra directement saisir du texte. Alors, pour les connecter, on va utiliser l'attribut for. On va donner la valeur ID pour pouvoir les relier. Pour pouvoir relier le champ input à notre label non. Alors, on va mettre non, vu que notre ID il contient la valeur non. Hop, on va rajouter non. Et là, si on clique sur non, vous voyez, je peux directement saisir du texte. Maintenant, ils sont bien connectés. On va par exemple rajouter un input pareil de type texte pour rajouter le prénom. Après, pour le prénom, enfin, c'est le même principe, hein. On va juste copier-coller directement. Et là, on va modifier, on va mettre prénom. Alors pour les... quand vous nommez par exemple, enfin au niveau de votre ID, la valeur ici, ça sera mieux d'éviter en fait les accents. Sinon ça va être vraiment très compliqué de coder avec des caractères spéciaux. Du coup on évite tout ce qui est accent, etc. Là aussi, on va rajouter prénom. Là, voilà l'erreur que j'ai faite. Il vaut mieux éviter de mettre les accents. Parce que si un jour on veut cibler notre label, si on oublie de mettre un accent ou quoi que ce soit, ça se fait pas. C'est pas vraiment faisable. Alors ici, il faut changer aussi et mettre prénom. Par contre, ici, oui, vous pouvez mettre des accents entre la balise ouvrante et la balise fermante. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Là, on va juste rajouter une balise BR, une ou deux, pour pouvoir les séparer. Voilà, on va juste rajouter aussi ici deux balises BR pour retourner à la ligne. On va voir par exemple un input de type mail.
Alors pour le type là, il va falloir saisir mail. Plus voilà, ça nous propose tous les types qu'on peut avoir. Là on a un input de type bouton, on a un input de type checkbox, date, color, date time, etc. Email, enfin voilà, il y en a plusieurs, hein. Mais on va voir enfin, les plus importants. Après pour le reste, on va les voir au fur et à mesure, hein. On va rajouter un ID qu'on va appeler email, name égale email. Alors pour là ici pour l'attribut name, pour l'instant enfin c'est pas vraiment nécessaire comme ça. Là au niveau front-end, tout ce qui est visuel, ça change rien en fait, hein. Là ça change rien si on met pas name par exemple. Attendez, je vous montre ici. Hop. Là vous voyez, il n'y a rien qui a changé, hein. Au niveau de nom, au prénom, il n'y a rien qui a changé. Après, en fait, l'attribut name, c'est pour le back-end. En fait, c'est grâce à ça, l'attribut name, qu'on pourra récupérer en fait la valeur que l'utilisateur a choisi à rentrer, par exemple. Après, si vous êtes débutant, il faut pas se précipiter. On aura beaucoup de temps pour pratiquer. On va commencer par des petits projets. Ensuite, on passera au projet beaucoup plus avancé. Alors ensuite, on va rajouter un label. Alors pour le label, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il vaut mieux le mettre avant la balise input. Pour l'ID, c'est email. Du coup, pour le connecter, là on va juste rajouter email. Là, vous voyez, si on clique sur email, voilà, ce n'est pas connecté à notre champ de saisie, hein. Si on veut le connecter, comme je viens de vous dire, il va falloir mettre la valeur de l'ID au niveau de l'attribut for. On va mettre email. Là, maintenant, on a notre email, enfin notre label qui est connecté. Dès qu'on clique dessus, on peut directement saisir du texte. Je peux vous montrer, on va juste rajouter aussi deux balises BR. On va cette fois-ci utiliser les checkbox. Alors c'est toujours le même principe. Là c'est juste le type en fait qui change. Alors on va rajouter comme d'habitude un ID. Par exemple, on peut l'appeler choix tout simplement. On peut rajouter aussi name. On va rajouter un label. Pour pouvoir le connecter, c'est toujours pareil. On utilise la valeur qui est contenue dans ID, qui est choix. Voilà. Là, vous voyez, on a une petite case ici à cocher. On peut la cocher, la décocher comme on veut. Après, on peut mettre plusieurs, hein. Par exemple, ici, par exemple, on peut mettre balise P. On va
ou une balise H3, peu importe. On va garder une balise P. On va peut-être utiliser par exemple les couleurs. Choisissez vos couleurs préférées. Voilà, au niveau de notre de label, au niveau de notre label par exemple, on va utiliser, on va mettre par exemple noir. On va juste le dupliquer. Voilà, comme ceci. Là, on peut utiliser, le mettre par exemple bleu. Là, on peut utiliser rouge. Voilà. Alors, il y a juste en fait, je vais juste vous faire une remarque. Alors ici, là, pour ID, là, vous voyez bien qu'on a utilisé ID égale choix ici, ici pour la couleur rouge, ainsi que pour la couleur bleue. Alors là, pour celle-là, c'est une grave erreur. Par exemple, si on souhaite cibler un élément, au niveau du CSS ou JavaScript, si par exemple on va cibler un ID avec la valeur choix, on va cibler les trois cases. Voilà, toutes celles qui contiennent la valeur choix ici. Du coup, voilà, il faut toujours penser à mettre un ID différent à tous nos éléments, hein. Sauf à moins que si vous voulez par exemple apporter une action ou du style par exemple à plusieurs. Quand vous voulez par exemple styliser par exemple plusieurs éléments, vous pouvez leur mettre le même ID. Mais pour ça, généralement, on utilise des classes, hein. On verra tout ça dans le prochain cours en CSS. Et là, pour cette erreur, on va la corriger. Alors là, pour noir, on peut mettre noir tout simplement, comme ce qu'on a fait avec nom, prénom et email. On va tout changer. Au niveau de for aussi, il faut toujours mettre la même valeur qu'il y a au niveau de la valeur de l'ID, qui est noir. Alors, sauf pour le name. Alors, pour le name, il faut que, au niveau de la checkbox, il faut que tous les names ils soient pareils, hein. Il faut leur donner la même valeur ici. Vous voyez, là, on a name égale choix, name égale choix, name égale choix. Comme ça, après, on pourra savoir en fait laquelle des cases que l'utilisateur il a coché. Il va falloir d'ailleurs aussi, je vais juste finir de corriger le reste. Alors pour celle-là c'est bleu, et aussi pour nous connecter à notre input. Pareil. Là aussi. Ah pardon, c'est rouge. Voilà, on peut aussi rajouter une valeur. Là par exemple c'est juste des valeurs qui sont standards, mais ça nous permettra aussi de savoir lesquelles des cases que l'utilisateur a sélectionnées. Parce que juste avec name, on va recevoir au niveau du back-end juste on, enfin juste la valeur on. Si par exemple il a coché 2, 3, on va recevoir
deux valeurs on au lieu de la valeur que l'utilisateur a cochée. Du coup, on rajoute l'attribut valeur. Là, par défaut, là, on met noir. Pour la couleur bleue, je rajoute la valeur bleue. Et finalement, valeur rouge. Là, on voit bien, choisissez vos couleurs préférées. Là, si on coche, voilà, on peut cocher n'importe quelle case. On a aussi la balise input de type radio. C'est le même principe, voilà, c'est un peu le même principe que les checkbox, sauf que pour les boutons radio, en fait, l'utilisateur il peut choisir il peut faire qu'un seul choix en fait parmi les propositions. On va juste rajouter de BR pour faire un saut à la ligne. On va rajouter une balise P. On va par exemple utiliser un genre comme ça, c'est sûr. Alors là, pour cette fois-ci, on va utiliser un input de type radio. Et même principe que les checkbox. On va rajouter donc un ID. Alors pour ce premier exemple, par exemple, on peut utiliser home. Et aussi l'attribut name. Pareil. Home. Et aussi la valeur. Donc de toute façon, il n'y a que pour les... Généralement, voilà, c'est pour les types de checkbox et radio qu'il faut rajouter une valeur. Comme ça, on peut savoir quel était le choix de l'utilisateur. On va rajouter aussi un label. Pour le connecter, on va utiliser la valeur de l'ID qui est home. Ensuite, on va mettre le choix que l'utilisateur doit saisir qui est home. Pour ajouter deux points à joindre. Voilà pour le premier exemple. On va juste dupliquer. Voilà. Je vais rajouter aussi la balise BR pour un retour à la ligne. Voilà, donc là c'est home. Là, quoique on va juste utiliser juste deux balises avec homme et femme. Homme ou femme. Juste effectuer les modifications. Femme. Femme. Alors pour le name, là, encore une fois, on a une erreur. Pour les names, il faut qu'ils ont en fait la même valeur. On va mettre ici par exemple choix, d'habitude.
ou tout simplement genre. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, mais à condition que voilà, tous les autres inputs de type radio, il faut qu'ils aient la même valeur au niveau de l'attribut name, hein. Là aussi, hop. Là, au niveau de genre, voilà, on clique sur homme. Et quand on clique sur femme, voilà, ça désélectionne automatiquement. On ne peut pas faire plusieurs choix. Je vais vous montrer au niveau de name, comme je viens de vous dire là tout à l'heure. Là, par exemple, si on a deux valeurs différentes, ils ne vont pas être liés. Si par exemple on supprime ici, voilà, vous voyez au niveau de name, on n'a pas la même valeur. Et si par exemple on y va ici pour sélectionner, on pourra sélectionner les deux. Voilà, vous voyez, on ne peut pas retirer. Alors il faut bien faire attention à toujours mettre la même valeur pour name. On va remettre choix. Voilà. Input de type date. Pour name, on va mettre date. Pour l'ID, pareil, on peut mettre date aussi. On va pas se compliquer les choses. J'ai juste rajouté une balise aussi BR pour un saut à la ligne. Et aussi rajouter un label. On va le connecter à notre champ d'input. C'est date. Et là, on va saisir par exemple sélectionner une date. Comme ceci. Voilà, vous voyez, là on peut saisir directement dans le champ ou cliquer juste ici sur les petites icônes. On peut ensuite saisir une date. Ensuite, on a pour les boutons, pour soumettre le formulaire par exemple, on utilise un input de type button. Soit de type button ou submit. ID par exemple égale btn. Là, par exemple btn submit. Vous pouvez nommer comme vous voulez hein, au niveau de l'ID. Ensuite, on va lui donner une valeur parce que là, notre bouton, là, par défaut, il a la valeur envoyée. Si on veut le changer, par exemple, on va utiliser value. Par exemple, ici, on va mettre soumettre, par exemple. Voilà, vous voyez, on a bien soumettre qui s'affiche. Mais après, on peut le laisser par défaut envoyer ou bien on peut le saisir. C'est comme vous voulez. Mais par défaut, le navigateur, voilà, il met une valeur envoyée. Voilà. Là, si on clique par exemple sur envoyer, en fait, les données, elles seront envoyées sur la même page, l'index.html. Sauf que nous, on n'a pas de fichier, par exemple, on n'a pas créé un fichier pour récupérer les informations. Du coup, il y a, enfin, la page, en fait, elle essaye d'envoyer les informations, mais elle va charger, elle va juste comme si elle s'actualise, en fait. Bon, on va s'arrêter là pour concernant les inputs, parce qu'il y en a bien d'autres, mais les plus utilisés, c'est cela. Et on verra plus tard avec la pratique, on va essayer de créer
quelques petits projets et puis on va progresser et aller au fur et à mesure. On va voir donc les images. Alors pour ajouter une image, on utilise la balise IMG. Alors on a l'attribut source. Alors pour source, on va juste spécifier le nom du fichier. Pour l'instant, nous, on n'a aucune image. Alors je vous invite à télécharger une image, ou sinon si vous avez une image de droit d'auteur, sans droit d'auteur par exemple, vous pouvez l'utiliser. Ou sinon vous avez un site, vous tapez Pixabay par exemple, voilà. Et ici vous pouvez trouver plein d'images sans droit d'auteur, vous pouvez les télécharger, les utiliser dans vos sites sans problème. Là il propose plusieurs images, même des vidéos, des sons, etc. Pour ma part, j'avais déjà préparé une image, un son, format MP3. Alors, vous pouvez, une fois téléchargé, vous pouvez les faire glisser tout simplement. Voilà. Ah, je vais juste fermer. Alors, pour les images, on a dit pour la source, on est au niveau de l'attribut source. Là, on va spécifier le chemin dans notre image. Pour moi, elle est au niveau de la racine. Voilà, elle est juste au niveau de mon dossier cours HTML. Alors donc, je n'ai plus qu'à spécifier directement le nom de ma photo, qui est chien.jpg. Là, j'ai ma photo qui s'affiche. Ensuite, on a l'attribut ALT, ça veut dire c'est l'alternative. Et ça, généralement, c'est pour les personnes malvoyantes. Il y a des personnes comme ça en fait qui n'arrivent pas à voir certaines couleurs ou même des images parfois. Et du coup, on met une description. Comme ça, ils peuvent savoir quel est le contenu de la photo. Là, par exemple, on peut mettre photo, photo d'un chien mignon. Juste un exemple. Hop, voilà. Là, par exemple, même s'il y a un problème avec la photo, là, par exemple, on va essayer de faire une erreur, comme ça, au niveau des chemins. Là, vous voyez, l'image a disparu. On a photo d'un chien mignon qui s'affiche. Comme ça, on sait quel est le contenu de la photo. Alors, on va remettre. Alors là, bien évidemment, l'image, elle prend toute la largeur. On va quand même utiliser le CSS juste pour vous montrer qu'on peut aussi utiliser du CSS directement au niveau de notre balise. 8. Alors 8 c'est la hauteur, c'est en anglais. On va par exemple lui donner 300 pixels. Voilà, on a notre image qui s'est redimensionnée à 30 pixels. C'est juste pour vous montrer, hein, mais généralement c'est pas conseillé d'utiliser le CSS directement dans des balises comme ça dans notre fichier HTML. Hein. Il vaut mieux créer un fichier HTML et même pour les images parfois voilà c'est recommandé de les ajouter directement depuis le CSS. Ensuite qu'est-ce que je voulais te dire, par exemple si votre projet par exemple il contient plusieurs images,
Alors, c'est déconseillé en fait de mettre, de regrouper des images juste comme ça au niveau de la racine, sinon vous allez vous retrouver envahi, vous n'allez pas du tout vous retrouver, hein. Du coup, c'est conseillé de créer un dossier. Par exemple, vous allez juste ici, vous créez un dossier que vous pouvez nommer image. Voilà. Ensuite, vous faites glisser, on va glisser notre photo, hop, dans le dossier image, comme ceci, déplacer. Là, on voit bien maintenant que mon image est dans le dossier image. Sauf que ici, on voit bien que la photo n'apparaît pas. Alors ça, parce que en fait, le chemin il a changé. Là, j'ai spécifié directement chien.jpg, mais là, on parle de la racine. C'est par exemple parce qu'avant, l'image elle était au même niveau que index.html. Là, vous voyez, là par exemple pour caméra.mp3, elle est au même niveau. Directement, on a un genre court HTML qui contient le dossier image, qui contient caméra.mp4 et qui contient index.html et qui contient son.mp3. Sauf que l'image, elle n'est pas au niveau de la racine. Du coup, il va falloir spécifier d'abord le dossier image et ensuite rajouter le nom de notre photo. Ici donc, on va rajouter image. On sépare avec un slash. Voilà, image slash chien.jpg. Là, on voit notre photo qui apparaît à nouveau. C'est pareil aussi pour les vidéos aussi. Voilà, si vous avez plusieurs contenus vidéo, c'est conseillé de créer aussi un dossier. Question de lisibilité et d'organisation. Pour l'exemple là, vu qu'on a qu'une seule vidéo et audio, voilà, je vais pas créer d'autres dossiers. C'était juste pour vous montrer. Alors pour les vidéos, c'est pareil. Vous tapez vidéo, on a une balise vidéo. Là pour la source, c'est aussi pareil. Là, vu qu'on est au même niveau que notre fichier index.html, donc on peut spécifier directement le nom de notre vidéo, qui est caméra.mp4. Là pour l'instant, elle s'affiche comme une image, ici normal. On ne voit pas les boutons pour de lecture, etc. parce qu'on n'a pas rajouté l'attribut contrôle. Là, vous voyez, on a rajouté l'attribut contrôle. On a bien notre vidéo qui s'affiche. Et là, au niveau des vidéos, alors il est conseillé de mettre en fait une balise source au lieu de le faire directement comme ça. On va juste couper. Voilà, mettre contrôle au niveau de la balise ouvrante de vidéo. Et ici, on va créer une balise qui s'appelle source. Comme ça. Et à l'intérieur, on va utiliser l'attribut source. Voilà, comme ça. Comme ceci. Ensuite, pour le son, c'est le même principe, hein. Vous tapez juste audio. Là, on va aussi placer ça dans une balise source. Ceci. Sur ce. On va spécifier le chemin de notre audio qui s'appelle son.mp3.
En toute globalité, on a vu les balises, ceux qui sont les plus utilisés.